disais. Alors comment faut-il interpréter ce mouvement? Nous verrons tout cela dans un instant. Et puis surtout comment ces records se traduisent sur les NFT. C'est John Karp qui va nous éclairer sur ce sujet, qui vient juste de nous rejoindre. Bonjour John. Bonjour. Merci d'être avec nous, fondateur de NFT Morning. Avec nous également Laurent Ovion, directeur innovation et crypto chez DLPK. Bonjour Laurent. Bonjour Étienne. Bonjour Merci John. de nous accompagner. Dans un instant, nous allons aborder ces records. Mais juste avant, comme toujours, pour débuter cette émission, un petit point technique sur ces cryptos avec Valentin Nico qui nous accompagne en ce mercredi. Bonjour Valentin. Merci d'être avec nous depuis Bourse Direct aujourd'hui. Je le disais, Bitcoin qui a franchi ces dernières heures pour la première fois les 73 000 $. Quelle est votre approche technique aujourd'hui, Valentin? Alors, comme vous l'avez dit, 73 000 $, on sort d'un mouvement assez incroyable sur le Bitcoin depuis le début d'année. Maintenant, il faut essayer de prendre un peu de hauteur parce que bon, nos auditeurs se demandent, certainement, est-ce que c'est le bon moment ou non, profiter de la vague. C'est surtout, en tout cas, ce qu'on ressent nous auprès de nos clients. Et dans ce cadre, là, par exemple, on a encore gagné 9% sur la semaine quand on était à 73 000, après des très grosses avancées. Et on pense, nous, un peu poussé également, à la fois par la performance des valeurs tech et pourquoi pas également le mouvement qu'il y a sur l'intelligence artificielle et plus qu'une avancée qui se ferait par, comme certains pensent, par diversification et comme valeur contre-marché, résistant au marché. Et nous, on pense plutôt que c'est l'inverse, c'est-à-dire que si vous voulez être diversifié sur des indices au plus haut, notamment portés par la tech, on ne voit pas le Bitcoin comme une alternative de diversification, étant donné qu'on estime qu'ils sont très corrélés. Donc là, on a fait des plus hauts historiques, comme vous l'avez dit. Techniquement, le seul moyen d'analyser un objectif quand on fait des plus hauts historiques, c'est soit donc de projeter le précédent range ou alors d'utiliser les ratios de Fibonacci. Auquel cas, honnêtement, vu la courbe, on pourrait facilement viser 80 000 sans que ça soit un objectif incroyable, même si ça représente en pourcentage encore une belle progression. Nous, on serait plutôt intéressé par le fait de rentrer sur une proximité du support qui est à 67 500 pour le dernier. Donc, éventuellement rentrer sur un mouvement correctif. Maintenant, toujours garder en tête qu'on est en haut de marché sur les indices et donc les actifs risqués. Et si jamais il s'avère qu'il y a une prise de bénéfice, on pourrait avoir la même sur le marché crypto, en tout cas sur le Bitcoin, on estime. Donc voilà, vraiment faire attention parce que c'est jamais intéressant de rentrer en fin de mouvement, comme vous savez. Donc méfiance tout de même, et pour les qui cherchent le plus de sécurité, attendre le premier support et un retracement, et surtout ne jamais être dans la précipitation. Voilà. Vous nous rappelez le support sur le Bitcoin? 67 500, le premier. Voilà, il semble que ça soit en tout cas pour nous on commencera à regarder l'actif si on retourne dans ces eaux-là. À une dizaine de pourcents. Nous sommes à 72 687 $ à l'instant pour ce Bitcoin au moment où nous enregistrons cette émission. Merci beaucoup Valentin Nico de nous avoir accompagnés aujourd'hui, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. John Karp, pour rebondir par rapport à ce que vient de nous dire Valentin Nico, bon, c'est vrai que des records, je présente cette émission depuis lundi, à chaque fois que je débute c'est un record. Enfin, on verra, je suis là jusqu'à vendredi pour nos auditeurs téléspectateurs. La semaine prochaine, ça sera Stéphane Pedrazi, mais c'est vrai quand même que la vitesse est spectaculaire, plus 74% depuis le début de l'année pour le Bitcoin. Et en effet, moi je suis pas un expert en investissement Bitcoin, mais la seule chose que j'ai, c'est l'expérience. Et d'expérience, quand on est dans ces zones, on va dire d'ATH, de plus haut historique, on aime beaucoup ces moments-là parce que justement, il n'y a plus vraiment de référence. Les analyses il y a moins d'analyses, et c'est justement là que tout est possible en termes de plus haut. Alors c'est pas pour chauffer les gens, je dis ça, mais et je pense que l'analyse du support à 67 000 est intéressante. Mais après, si on se place sur une logique quand même long-termiste à l'année en tout cas, on va aller chercher plus haut à un moment donné. On sait que quand on est dans ces zones-là, quand on a frappé le support psychologique du plus haut historique, on va toucher d'autres plus hauts historiques.
Avec notamment les ETF qui sont arrivés. Alors on en a beaucoup parlé, mais vous, Laurent Ovion, chez DLPK, vous voyez ce mouvement puisque vous travaillez avec les acteurs du patrimoine. J'imagine que là, de plus en plus de clients vous disent qu'est-ce que je fais ? Le Bitcoin est au plus haut, il faut acheter ou pas. Maintenant, c'est plus facile avec les ETF. Alors en Europe, c'est différent par rapport aux États-Unis, mais c'est en train de prendre de l'ampleur. C'est en train de prendre de l'ampleur. Après, ça me fait sourire. Enfin, je partage complètement ce que dit John parce que oui, il y a une forme un peu d'euphorie. On va pas se mentir autour du Bitcoin et pas que. Tous les actifs numériques touchent ou se rapprochent en tout cas de leur ATH. Donc il y a cette forme d'euphorie. Après, notre métier, c'est justement de pas être euphorique. C'est d'être extrêmement attentif à qu'est-ce qui se passe maintenant et qu'est-ce qu'on fait. Et malheureusement un petit peu, c'est vrai que la finance traditionnelle, les acteurs traditionnels et notamment les conseillers en gestion de patrimoine, j'ai envie de dire, ça fait quand même 2 ou 3 ans qu'ils attendent. Alors, c'était plutôt intelligent en 2022, objectivement, parce que 2022, ça a été une longue descente aux enfers, donc c'était bien d'attendre. Mais je pense que quand il y a eu l'inflexion à 16 000, 20 000 $ et qu'on est reparti à la hausse, là, il fallait peut-être revenir à ce moment-là. Et puis, moi, je vois aussi beaucoup de partenaires qui nous disent « Ah ouais, mais c'était à 20 000, c'est à 24, faut peut-être que j'attende que ça redescende, c'est à 28, faut peut-être que j'attende que ça redescende. » Et là, je souscris pleinement à ce que vient d'expliquer Valentin, on est à 72 500 et peut-être qu'il faut attendre les 67 500 pour revenir. Donc c'est tout ça pour dire que il faut peut-être appréhender le sujet un petit peu différemment, on y reviendra, et se dire finalement, est-ce que j'ai une conviction forte autour des actifs numériques à moyen long terme, parce que le métier de la gestion de patrimoine, ça n'est pas un métier de trading, on n'est pas là pour gérer des points d'entrée en fonction des supports, des Fibonacci, etc., même si c'est un vocable et un univers qu'on comprend parfaitement, mais il faut avoir une vision à moyen long terme, et si cette vision à moyen long terme est de croire en la valeur portée par Bitcoin, par la blockchain, par les actifs numériques, par le Web3, par les NFT et par l'ensemble des acteurs qui vont soutenir cette industrie naissante, là il y a des questions et une approche peut-être un petit peu différente, et de se dire finalement, plutôt que de me poser la question autour de Bitcoin, est-ce que je peux pas m'orienter vers des supports ou des actifs ou des produits qui vont m'offrir une exposition à ces produits, mais tout en gérant de manière très fine et quotidienne ou hebdomadaire l'investissement et en étant plus performant que le Bitcoin en tant que tel. Sachant que Bitcoin, c'est la star, c'est sûr. Eh bien, à chaque fois, on parle de Bitcoin, mais il n'y a pas que Bitcoin, John Karp. Il n'y a pas que Bitcoin du tout. Là, ce qu'on a suivi... Alors moi, j'évolue dans un univers qui n'est pas directement celui de Bitcoin. Je suis plutôt dans les NFT. Et les gens qui investissent en ce moment dans les NFT, par exemple, leur crypto favorite, c'est les meme coins, par exemple, dont vous avez peut-être dû parler. Donc là, on est dans un univers extrêmement spéculatif qui repose sur aucun support, qui est uniquement dans l'univers de la dérision. On connaissait il y a 3 ans les Dogecoin et compagnie. Aujourd'hui, on a le PP, par exemple, qui bat des records assez incroyables. Et donc, là, c'est juste pour le côté... le côté un peu rigolo, mais malgré tout, alors il y a un petit côté casino aussi complètement là-dedans, et là c'est vrai que quand vous investissez là-dedans, vous savez pas où vous allez, mais le PP fait partie maintenant je crois des 20 plus grosses market cap en termes de crypto-monnaie, donc ça devient à un moment donné une blague qui devient un peu sérieuse. Est-ce que c'est un moyen aussi, quand le Bitcoin est au plus haut, de se diversifier et puis de se dire, tiens, je pense peut-être que le Bitcoin a évolué un peu trop vite, donc je vais regarder un petit peu les autres. À l'intérieur du monde des crypto-monnaies, en effet, il y a des sous-cycles qui s'effectuent. Ça veut dire qu'on a toujours eu les Bitcoins, puis ce qu'on appelait les altcoins, et maintenant on a des mouvements un peu plus fins même, où on passe du Bitcoin à l'Ethereum, au memecoin, pour parler de celle-là, donc les PP et autres, au NFT, et donc, c'est pas si simple que ça, évidemment, mais on voit qu'il y a une sorte de vase communicant. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a des prises de profit dans un univers, ça va se déverser dans d'autres univers. Laurent Ovion, dans un instant, on reparlera des NFT, mais juste avant, en termes de diversification, comment vous voyez ce regain d'intérêt des CGP, et puis comment ça s'alloue ce capital ? Alors, la problématique est là, et encore une fois, l'illustration de John est très intéressante, parce que les fameux meme coins, d'un point de vue de gestion de patrimoine, ça n'a strictement aucun sens. Je veux dire, la vision, pour gérer un patrimoine, il faut d'abord le construire. C'est une vision à moyen, long terme. Que certains meme coins fassent x5 depuis le début de l'année, là où Bitcoin fait plus 74%, c'est très bien, mais à un horizon d'investissement à 3, 5 ou 10 ans, ça n'a aucun sens, parce que on sera assez vite d'accord sur le fait que ça va quand même finir par aller à zéro. Peut-être pas tous, parce qu'il y a des blagues qui deviendront sans doute sérieuses, mais il y a des blagues qui finiront par arrêter de faire rire tout le monde. Pour autant,
un actif qui fait x5, si mon argent est confié auprès d'un expert dont c'est le métier, c'est-à-dire qu'un gérant d'actifs numériques, comme on peut en trouver chez nos partenaires Conhouse, chez AlphaCap, chez Meria, chez Refugee Capital, chez un certain nombre d'acteurs, pour en citer plusieurs, ce sont des gérants qui vont pouvoir faire bénéficier le client final et donc le conseil en gestion de patrimoine, peut-être pas d'un x5, mais d'un x2, x3 sur une petite allocation du portefeuille du client. Et puis ensuite, très bien, on passe à autre chose et on investit. Et puis petit à petit, peut-être qu'on se concentre sur Bitcoin, Ethereum, qui restent quand même les valeurs à peu près sûres, hein, encore une fois, à un horizon moyen-long terme. Et c'est là où il faut vraiment s'orienter vers des acteurs dont c'est le métier. Parce que sinon, je suis tout à fait d'accord, c'est du casino. Et le casino, ça n'a pas grand-chose à voir avec la gestion de patrimoine. Et si c'est pour faire ça, il faut plutôt se détourner des actifs numériques ou prendre un billet d'euro-million ou effectivement aller au casino. On passera un bon moment avec des amis. Peut-être qu'on ressortira avec un multiple, plus vraisemblablement avec pas grand-chose en poche. Mais là, on n'est plus du tout dans l'univers de la gestion de patrimoine. Comme souvent, les records attirent, hein, que ce soit médiatiquement, mais aussi en termes de clientèle particulier, etc. Quels sont les conseils pour un auditeur, téléspectateur qui arrive aujourd'hui, qui a envie de se dire, tiens, j'ai envie d'acheter du Bitcoin. Alors, on l'a entendu de la part de beaucoup d'intervenants, prudence. Hein, mais une fois que l'on a pris en compte cette prudence, le message de diversification et de risque, quelles sont les erreurs à ne pas faire et puis quelle est la démarche à suivre? Alors, d'un point de vue, et puis là je vais peut-être prendre ma casquette de vice-président de l'ADAN, qui est l'association qui fédère l'ensemble des acteurs du Web3, le premier conseil est sans doute le plus important à donner pour un investisseur débutant et parfois néophyte, c'est de se tourner vers des plateformes régulées en France et qui sont enregistrées ou agréées auprès de l'AMF. Ce sont des prestataires de services en actifs numériques. C'est un label qui est présent normalement sur les sites. La liste est consultable sur le site de l'AMF. J'en ai cité quelques-uns. Il y en a d'autres en France. Et d'être extrêmement attentif à l'endroit où je vais positionner mon argent, parce que sinon on peut prendre un certain nombre de risques et de déconvenus sur des acteurs qui sont pas forcément aussi surveillés et régulés. Je vais pas revenir sur FTX ou sur d'autres acteurs, mais en tout cas en France, on a la chance d'avoir cette réglementation qui permet d'offrir un cadre extrêmement lisible sur les différents intervenants. Et puis ensuite, c'est toujours le même principe d'allocation, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire pas prendre 100% de ses économies et se dire je vais les investir sur Bitcoin parce qu'on m'a dit qu'à 67 500 ça allait rebondir et monter à 80. Il faut surtout pas faire ça. Il faut se dire une petite partie, c'est quelques pourcents de son patrimoine à investir sur les actifs numériques et comme sur n'importe quel sous-jacent extrêmement risqué et volatile. On en reparlera d'ailleurs dans BFM Bourse dans un peu plus d'un quart d'heure avec des records aujourd'hui partout en Europe. L'Eurostoxx 50 à 5000 points, le CAC 40 au-delà des 8000 et puis Wall Street également qui évolue sur ses plus hauts. John Karp, comment ça se passe pour les NFT dans un contexte où les cryptos cassent tous les records, enfin en tout cas le Bitcoin? Ce que je vous disais justement sur ces notions de phase, on est clairement dans la phase du Bitcoin, voire Ethereum. On est beaucoup moins dans la phase NFT en ce moment. Ça veut dire que les grandes collections de NFT historiques se dévaluent en Bitcoin. Ça ne veut pas dire que leur valeur baisse en dollars, elle stagne plutôt, voire elle augmente un petit peu, mais en tout cas elle sous-performe par rapport à Ethereum et Bitcoin aujourd'hui. Il y a seulement quelques nouvelles catégories qui sont en train d'émerger, notamment ce qu'on appelle les ordinals. Les ordinals, dites-nous. Alors, en fait, c'est tout simplement, justement, c'est dans la tendance Bitcoin. Ça a été créé il y a un peu plus d'1 an maintenant. En fait, alors, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais ça permet de faire l'équivalent de NFT, qui traditionnellement sont dans la sphère Ethereum, reposent sur la blockchain Ethereum, mais ça permet de faire cet équivalent, mais en reposant sur du Bitcoin. Et donc, alors techniquement, c'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, on n'appelle pas ça des NFT, mais on a le même principe de collection auquel on attache des images qu'on peut s'échanger, qu'on peut trader, qu'on peut collectionner et qui s'échangent donc sur différentes marketplaces. Et là, vous voyez un regain d'intérêt sur les ordinals depuis le début de l'année? Alors ouais, là, on est clairement dans un moment, dans les grands gagnants, on va dire, de cette période sont les ordinals. C'est-à-dire que maintenant, il y a des collections clés qui s'échangent pour des montants records. On a les Node Monks notamment qui valent aujourd'hui, je pense, 0,6 Bitcoin. Enfin, c'est des montants assez importants. Où on a les Bitcoin Puppets, qui sont une autre collection qui s'échange à 0,2 Bitcoin en ce moment. Donc, c'est des valeurs assez importantes et on voit qu'il y a beaucoup d'intérêt, énormément de volume qui sont dans ces domaines-là. Laurent Ovion.
par rapport à ce qui vient d'être dit. Comment vous voyez-vous cette tendance ? Alors pour nous, c'est l'illustration de ce qu'on évoque au-delà de Bitcoin et des actifs numériques. On a un narratif très fort sur l'émergence d'un nouveau secteur d'activité, le Web 3 au sens très large, et la substitution de certains produits, services qui vont avoir une approche complètement différente grâce au NFT et notamment le principe de la blockchain, du consensus et de la propriété. Voilà, qui est en gros ce qui recoupe ça. Et donc la partie NFT, alors certes, on peut l'avoir sur des collections qui sont plus, on va prendre ça comme des œuvres d'art ou des déclinaisons d'œuvres d'art, et là on peut avoir un aspect spéculatif, mais de la même manière qu'on va spéculer sur un tableau ou sur un artiste, etc., etc. Mais les NFT sont aussi utiles dans la traçabilité du vin, dans tout ce qui est billetterie, ticketing sur les différents événements sportifs ou culturels. Et donc nous, ce qui va nous intéresser, encore une fois, du point de vue de la gestion de patrimoine, c'est pas forcément de faire un pari sur une collection NFT plus qu'aucune autre, mais c'est de se dire, c'est les fameux vendeurs de pelles et de pioches, c'est de se dire quels sont les acteurs qui n'existaient pas il y a quelques mois et qui vont venir travailler un secteur d'activité, une industrie, et faire émerger cette industrie. Ariani en France est un des champions des NFT, un des champions mondiaux. Sorare est un des pionniers aussi, et de se dire est-ce qu'au travers du private equity ou est-ce qu'au travers de fonds type OPCVM, est-ce qu'on a la possibilité d'offrir à nos clients et à nos CGP d'investir sur ce secteur d'activité naissant, encore une fois dans une vision à 3, 5 et 10 ans, pour pouvoir bénéficier de point de vue de multiples de l'émergence de ce secteur-là. Sachant que les NFT, John Karp, vont également bénéficier notamment du halving et de toutes les améliorations qui sont à venir. Oui, et notamment, alors c'est vrai que notamment dans la sphère Bitcoin, mais c'est vrai qu'il y a forcément un effet en effet, on va dire, un rejaillissement, sur les autres collections. Mais en effet, dans l'univers des ordinals notamment, il y a une tendance en ce moment. Alors là, c'est très très pointu, c'est très de niche, mais c'est ce qu'on appelle les runes. Et donc, c'est un nouveau protocole qui repose sur Bitcoin, qui a été créé, qui est en train d'être créé et qui va être lancé juste après le halving. Et donc, il y a beaucoup d'intérêt, il y a beaucoup de collections, il y a beaucoup d'attention qui suivent ces fameuses runes. Donc, il y a un des projets qui s'appelle Runestone, qui est une sorte de NFT, une pierre qui va être distribuée aux 120 000 premiers wallets qui ont été sur la blockchain Ordinal, justement. Et donc, il y a d'autres projets de ce type-là qui vont permettre d'être éligibles aux premiers projets qui vont tourner sur ce nouveau protocole. Donc on voit que c'est un moment un peu de surinnovation aussi, et que beaucoup de projets qui étaient dans les cartons profitent du moment pour sortir. Vous êtes fondateur de NFT Morning. Quels sont les projets qui vous ont marqué là, ces dernières semaines, où vous dites à nos auditeurs, téléspectateurs, tiens, il faudra suivre ceci dans quelques semaines? Là, il se passe beaucoup de... Alors, il y a beaucoup de choses justement, pour revenir un peu sur l'aspect technique. Il y a vraiment, on distingue les deux aspects. Il y a d'un côté des collections NFT, et donc on suit sur le côté art, notamment sur le côté art, je pense qu'il faut suivre tout ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle. Il y a des grands artistes et des grandes collections de Claire Silver à finalement d'autres artistes comme qu'on va trouver sur les plateformes Braindrop ou sur d'autres plateformes, qui sont vraiment des artistes à suivre et sur lequel, à mon avis, il va se passer quelque chose tout au long de l'année. Et puis il y a la technologie qui va permettre justement de faire un ensemble de choses pour les marques, dans le monde de la billetterie, dans l'univers justement de ce qu'on appelle les real world assets. Ça veut dire l'achat et la revente de biens physiques comme le vin, comme les montres, comme plein d'autres choses, justement des biens de collection. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très très fort, qu'on suit en 2024, sur lequel il y a beaucoup de technologies qui émergent. Avec notamment un secteur qui a connu des difficultés dans les NFT ces derniers mois, ces dernières années. Est-ce que là, vous sentez les grandes entreprises, les grands groupes miser à nouveau sur la technologie NFT? Oui, en fait, alors, elles se sont jamais vraiment arrêtées. On en a moins parlé, peut-être. Il y a moins de communication qui est faite autour de ça, parce que, en fait, quand vous regardez dans plein de domaines, ça rentre dans le jeu vidéo, c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait beaucoup d'effets d'annonce qui étaient faits en 2021 avec Ubisoft, avec beaucoup d'autres boîtes d'e-sport qui lançaient leur NFT dans le jeu vidéo. Et puis, ça s'est un petit peu calmé avec le dégonflement de la bulle et puis avec des réactions de joueurs qui étaient pas encore prêts à écouter le discours autour des NFT. En fait, ces boîtes ont continué à développer des projets. Il n'y a pas une seule boîte de jeux vidéo qui bosse pas sur des projets NFT aujourd'hui, par exemple. Et avec finalement ce retour de marché, on va entendre en effet quelques annonces qui vont arriver dans les prochains mois. Laurent Auvion, il nous reste un peu moins de 3 minutes. Comment quel est votre regard par rapport à cette situation, par rapport aux NFT ?
Par rapport au NFT, alors le regard n'a pas tellement changé, c'est-à-dire que je pense qu'il y a eu une période un peu de hype où il fallait faire un projet NFT pour dire de faire un projet NFT. Et ça, c'est sans doute, quel que soit le sujet, la pire des choses à faire, c'est-à-dire répondre à une demande un peu pressante parce que c'est la mode, parce que je veux communiquer, etc., etc. Et finalement, vous faites un projet qui correspond à pas grand-chose, qui intéresse ni vos clients, ni vos fans, mais vous faites pour dire de faire. Par contre, si vous travaillez avec des acteurs dont c'est vraiment le métier et qui vont vous accompagner dans une réflexion, encore une fois, long terme, et peut-être aussi transformer un peu l'ADN des entreprises et la façon de percevoir la relation avec son client, la relation à la propriété, la relation avec une communauté de fans, notamment je pense au club de foot par exemple, je pense à des artistes. Là, vous pouvez construire, avoir une réflexion sur le long terme et vraiment utiliser la technologie qui est sous-jacente à ces produits-là et tirer le plein de partie de ce qu'elle peut vous apporter. Lancer une collection de NFT pour dire de lancer une collection de NFT, bon, soit vous allez payer très cher un artiste qui est un peu connu et ça aura peut-être une valeur et ça va peut-être faire parler vous. Par contre, réfléchir autour des montres, autour du vin, à quel bénéfice un NFT pourrait apporter sur ces activités un peu industrielles, un peu historiques. Là, vous pouvez faire des choses très intéressantes. C'est ce que font Interstellar, par exemple, autour du vin ou d'autres acteurs. Et là, vous êtes en train de modifier la façon de faire votre métier et de vendre du vin. Vous ne vendez plus une bouteille de vin ou une caisse de vin, mais vous vendez un NFT qui peut circuler jusqu'à ce que vous décidez de dire, ok, je brûle mon NFT et là je reçois mes caisses de vin. Ça a énormément d'avantages, la traçabilité, parce que les vins restent au domaine, donc vous êtes sûr qu'ils sont bien originaux, et puis le stockage, le transport, etc., etc. Et là vous faites des choses intéressantes. Si c'est faire une collection de NFT pour reproduire des étiquettes de vin et les échanger entre personnes, ok, ce sera une collection de NFT. Je suis pas sûr que ça plaise à grand monde. John Karp, il y a d'autres exemples aussi en dehors du vin, la billetterie. Alors ça, c'est des exemples qui parlent à tout le monde, mais il y a aussi plein d'usages à créer. Il y a énormément d'usages à créer. En fait, c'est une technologie, c'est un point de départ, et c'est toujours la même chose quand vous avez ce point de départ, qui est simplement la faculté, on va dire, de titriser, d'avoir un titre de propriété de quelque chose qui peut être numérique ou physique. Derrière, tout est possible. Donc, en effet, on parlait de la billetterie. Sur la billetterie, il y a plein de solutions. En France, notamment, il y a Billy qui fait des solutions de billetterie, mais il y en a plein d'autres qui vous permettent d'avoir un billet numérique et donc avec tous les avantages qui vont être associés à la blockchain. L'impossibilité de le falsifier, la possibilité d'organiser un marché de royalties qui soit vertueux pour l'émetteur de billets et finalement pour les consommateurs. La possibilité d'avoir un univers ouvert, ça veut dire que d'avoir un second marché qui soit pas uniquement organisé sur votre plateforme, mais potentiellement sur d'autres. Donc en effet, par exemple, moi, j'organise des événements. Ça fait 3 ans qu'on fait de la billetterie NFT, et on voit tous les avantages qui sont liés à l'utilisation de ce type de billetterie. Avec une réduction de la fraude, parce que forcément, en termes de sécurité, c'est bien plus fort que le simple QR code. Il y a une réduction. En effet, ça met beaucoup plus de difficultés. Alors, il y a plein d'autres problèmes qui se posent. Faut être transparent. On est encore au début de ces technologies, mais il y a beaucoup plus de difficultés à falsifier, en effet. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir accompagnés. Puis on continuera de suivre cet univers des NFT, notamment avec vous, John Karp. Vous êtes fondateur du NFT Morning. Merci à Laurent Auvion qui nous accompagne également aujourd'hui, directeur innovation et crypto chez DLPK, et puis Valentin Nico qui est avec nous en ce début d'émission pour revenir sur le record du Bitcoin qui a donc touché aujourd'hui les $73 000. BFM Crypto revient dès demain à partir de 15h et puis rediffusion à partir de 21h30. Très bonne journée, très bonne soirée.